Nous sommes Florent Chaussière et Marine Duc. Donc Florent Chaussière est chercheur postdoctoral à l'Institut Convergence Migration et rattaché au laboratoire Géographicité à Paris. Il est spécialiste des questions de migration liées aux sexualités et à la demande d'asile pour des questions de sexualité. Et moi, je suis Marine Duc, maîtresse de conférences en géographie et rattachée à l'université de Reims. Et je travaille plutôt sur les migrations privilégiées et en particulier sur les migrations étudiantes dans l'Arctique postcolonial. Nous avons déjà travaillé tous les deux ensemble, donc on va essayer de vous montrer que nos deux sujets qui a priori n'ont rien à voir en fait dialoguent dans une mesure assez conséquente. Pour vous reparler de la dimension spatiale du pouvoir. Cette dimension, on l'a aussi explorée dans d'autres travaux antérieurs, donc on fait un petit moment autopub, et notamment dans un lexique qui s'appelle Catégoriser, qui est disponible actuellement au Salon du Livre, et qui est en fait un dictionnaire qui propose de montrer comment différents processus de catégorisation en fait reproduisent des rapports de pouvoir. Donc on va aussi parler un petit peu de ces enjeux de catégorisation aujourd'hui. Donc l'objet de cette faut que je m'habitue à la petite technique. L'objet de cette conférence aujourd'hui, en fait, ça va être de vous proposer de mettre en dialogue ces deux objets qui a priori n'ont rien à voir, pour vous montrer en fait comment d'objets qui sont pensés en géographie sociale, donc c'est un champ particulier de la géographie, on va vous expliquer un petit peu ce qu'on entend par là, et la géographie politique peuvent dialoguer. Si je pose la question autrement, en fait, cette articulation, elle permet de montrer comment des histoires particulières, des histoires individuelles, en fait, nous renseignent sur des rapports de pouvoir entre États, entre régions du monde et entre grandes forces, en fait, qui structurent notre monde globalisé. Donc la géographie politique, elle est communément associée à l'étude de structures géographiques qu'on pourrait qualifier de lourdes. Les États, les frontières, les régions. Et c'est une géographie qui est assez ancienne, qui est très installée, qui s'est structurée au XIXe siècle. Elle va aussi porter une attention à des acteurs qui sont souvent présentés comme des boîtes noires, c'est-à-dire l'État, les frontières, les collectivités territoriales, les organisations régionales, et qui ont été maintenant un petit peu critiqués pour leur approche statocentrique, donc située en mettant l'acteur étatique au centre des préoccupations. C'est aussi une géographie qui est peut-être un peu plus médiatisée que la géographie sociale, notamment par ses liens avec la géopolitique, qui s'intéresse aux rapports de pouvoir entre États. Et enfin, c'est une géographie qui va avoir un rapport plutôt ambivalent au pouvoir politique. C'est une géographie qui a souvent été qualifiée de fait du prince, qui était aussi une géographie impliquée dans la continuité on va dire, de l'exercice du pouvoir de l'État. La géographie sociale, de son côté, elle se centre plutôt, elle, sur les expériences vécues de personnes. Et c'est une approche qui est un petit peu plus récente, qui s'est plutôt sédimentée en France dans les années 80. Et il faut dire que cette approche de géographie sociale, elle s'est affirmée, elle dialogue beaucoup en fait avec d'autres disciplines, notamment avec la sociologie, l'anthropologie. Et elle va avoir tendance à avoir aussi un focus sur des groupes plutôt subalternes, c'est-à-dire plutôt des groupes qui font l'expérience de rapports de pouvoir et qui sont contraints dans leurs actions, dans leurs pratiques quotidiennes par les forces qui les dominent. Donc traditionnellement, en fait, c'est deux champs de la géographie qui dialoguent assez peu en apparence. On va avoir d'un côté des types d'acteurs engagés dans la production de l'espace qui sont très différents, avec d'un côté des instances lourdes et de l'autre côté des acteurs plutôt individuels ou des groupes. On va avoir aussi dans ces deux sous-champs de la géographie des rapports au pouvoir qui vont être très différents. Notamment, on va avoir tendance à penser l'exercice du pouvoir par des instruments, par un faire le pouvoir du côté de la géographie politique. Et du côté de la géographie sociale, on a plutôt tendance à voir ce que fait le pouvoir aux individus et comment les individus vont venir, ou les groupes vont venir contester en fait l'exercice du pouvoir. Et enfin, la dernière chose qu'on peut noter, c'est que dans ces deux géographies, alors c'est pareil, c'est des choses qui se recomposent un petit peu aujourd'hui, on pourra éventuellement y venir dans les questions, mais on a en fait deux pôles, on va dire, deux conceptions de l'espace assez différentes. En géographie sociale, on va s'intéresser plutôt à la dimension spatiale de l'expérience des individus. Et en géographie politique, on va avoir une approche un peu plus territoriale du pouvoir, c'est-à-dire plutôt représenter l'espace comme une surface. Alors c'est une division à très grands traits, mais c'est on pourra encore une fois revenir un petit peu là-dessus.
Donc à partir de là, nous on est avec nos deux objets plutôt identifiés en géographie sociale. On s'est intéressé à la façon dont les petites histoires d'individus nous renseignaient en fait sur des grandes histoires de politique publique, de gouvernement des États et plus généralement sur la dimension spatiale de l'exercice d'une autorité politique. Et pour ceci, en fait, on s'est intéressé aux circulations migratoires qui permettent de penser en fait l'État, les formes de gouvernement vraiment au niveau des individus et à la façon dont les individus vont éprouver ces rapports de pouvoir particuliers. Alors pourquoi les circulations migratoires? C'est intéressant pour poser cette question, parce que les circulations migratoires, elles vont mettre en lien l'ici, le là-bas, différents espaces. Et surtout, elles vont mettre en lien des espaces qui s'inscrivent dans des rapports de pouvoir globalisés. Il y a plusieurs chercheurs, plusieurs chercheuses qui ont pensé ce lien entre pouvoir à l'échelle globale et pouvoir à l'échelle individuelle. On peut penser par exemple aux différentes pensées du système monde. Donc c'est l'idée qu'en fait, avec la colonisation, se sont structurés progressivement des centres du monde et des espaces plutôt périphériques. Et ces jeux de centre et périphérie, ils sont particulièrement mis en jeu dans les migrations. D'abord, sur un premier aspect, dans la façon dont le pouvoir va s'incarner dans des régimes différents aux frontières, c'est-à-dire que les personnes n'ont pas la même facilité à traverser les frontières en fonction de leur origine sociale et géographique, ce qui va amener à penser la frontière plus seulement comme une ligne, mais comme quelque chose qui va s'ancrer dans les corps, qui va aussi s'approfondir dans les territoires. Donc on va avoir une conception plus réticulaire de la frontière. Et l'autre aspect de cette mise en relation entre différents espaces du monde, c'est la question des ressources avec lesquelles les personnes qui se déplacent, justement, se déplacent. Avec quelles ressources économiques, avec quelles ressources financières, avec quelles ressources symboliques, culturelles. Ces déplacements vont être facilités ou vont être plus ou moins contraints. Et donc c'est ces deux dimensions-là qu'on vous propose d'aborder dans cette mise en dialogue de nos deux thèses à partir en essayant de penser en fait cette condition particulière d'être pris dans des rapports de pouvoir mondialisés. Merci, donc je vais prendre la suite. Donc l'idée sur cette mise en commun entre ces deux travaux, ça va être de montrer comment en fait on a bien des structures globales qui découlent des politiques publiques de l'État et comment elles vont affecter les pratiques individuelles des personnes dans leur quotidien très concret. Et donc là, ça va permettre de montrer comment les expériences quotidiennes des individus, leurs projets, leurs déplacements, leur subjectivité, même leur rapport à soi et leur identité, va être en fait configurée à la fois d'une façon contraignante ou au contraire pour apporter des ressources via les cadres politiques qui sont imposés par l'État et notamment dans le cadre des politiques migratoires ou des projets de circulation migratoire en lien avec l'éducation. Et pour ça, on va aussi avoir un autre apport théorique qui est un apport de la sociologie qu'on va essayer de transposer à la géographie. Donc il y a une sociologue qui s'appelle Colette Guillaumin qui a travaillé sur la question dans les années 70 de la question des groupes qu'on appelle les minorités. Donc les minorités dans un sens très large, les minorités qui ont une ascendance migratoire, les peuples autochtones, les minorités sexuelles, les minorités de genre. Et ce que nous dit le collègue Guillaumin, ce qui est très important dans la façon dont on aborde le pouvoir, c'est qu'en fait elle critique le terme de minorité pour s'attarder plutôt sur la question minoritaire et la condition minoritaire. Et ce qui est très important dans les sciences sociales, c'est que les sciences sociales montrent que les groupes qu'on considère comme des minorités, en fait, sont des minorités contextuelles. C'est-à-dire que c'est un rapport de pouvoir spécifique qui, dans un contexte, fait émerger des groupes comme minorités. Puisqu'en fait, vous êtes une minorité que par rapport à une norme sociale, et la norme sociale, elle est contingente, puisqu'elle dépend d'un contexte. Et donc tout ça, ça va emmener les sciences sociales à réfléchir, plutôt que de penser les minorités comme un aspect des groupes qui sont figés, il y aurait une identité minorité stable, figée dans le temps, rigide. En fait, les sciences sociales, elles montrent comment on a des processus de minorisation. C'est-à-dire quels sont les processus qui font que certains groupes se retrouvent en contexte, en situation minoritaire. Donc cette approche va permettre plusieurs choses. La première, c'est de montrer que cette condition minoritaire, elle évolue dans le temps. C'est le résultat de processus, donc qui sont des processus qui peuvent être matériels, donc dans la restriction de l'accès à des droits, dans l'accès à des ressources matérielles. C'est aussi des processus qui sont symboliques, comment on altérise certains groupes, comment en fait la minorisation, c'est elle qui crée les représentations qu'on a sur tel groupe minoritaire, serait comme ça ou comme ça. Et donc on va interroger le processus. Ce qui fait que dans les sciences sociales, on pense que la condition minoritaire, c'est-à-dire quel est le contexte politique et social qui crée les conditions d'existence qui contraignent les individus ciblés, qui correspondent à ce groupe en particulier.
Et donc on va pouvoir voir avec ces approches par la condition qui permettent de réfléchir à comment, donc en fait quels sont les processus, comment un groupe est placé en situation minoritaire et qui, c'est-à-dire les acteurs, quels sont les acteurs qui peuvent contribuer à mettre ces personnes minoritaires en situation de minorité. Et c'est là qu'on peut faire le lien entre la géographie sociale et la géographie politique, puisqu'à partir de nos deux cas, on va voir comment certains acteurs politiques, notamment le pouvoir politique, à travers l'État ou à travers des formes de gouvernement, va minoriser certains groupes. Et donc il faut voir comment ça se passe. Et on va essayer de voir aussi comment ça se passe spatialement, dans l'espace. Et voir comment ces processus existent. Et donc c'est cette articulation que nous on va vouloir montrer entre des conditions politiques particulières qui sont en fait révélées par les pratiques spatiales des individus au quotidien et comment c'est des formes d'autorité politique qui contribuent à les construire. Donc pour ça, on va s'appuyer sur 2 études de cas empiriques qui en fait sont les 2 thèses qu'on a soutenues en géographie. Donc la thèse de Marine qui porte sur les expériences du système scolaire et universitaire danois par des personnes qui sont originaires du Groenland, donc des étudiants migrants qui ont évolué dans un système éducatif qui a été calqué sur le système danois en raison de l'histoire coloniale, ce qui va influencer leur vécu dans le pays où ils vont faire, dans la partie au Danemark où ils vont faire leurs études, mais aussi dans leur rapport à l'espace qui a été quitté, le Groenland. Et donc dans mon cas, ma thèse, elle a porté sur les personnes qui ont demandé l'asile en France au motif de persécutions liées à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre dans leur pays. Donc on peut dire rapidement des réfugiés LGBT+. Et l'idée, c'était de montrer comment la migration et la demande d'asile, ça reconfigure l'expérience minoritaire, pour voir comment cette condition minoritaire, elle évolue avec la migration, et dans le contexte de politique migratoire restrictive, qu'est-ce que ça fait à ces gens-là, ces réalités-là. Donc on va d'abord vous présenter de façon un peu plus approfondie nos 2 thèses et nos 2 apports empiriques et conceptuels sur cette question-là, et après, dans un dernier temps, on essaiera de faire une montée en généralité pour voir, à partir de ces 2 cas, qu'est-ce qu'on peut réfléchir sur le pouvoir et les liens entre géographie sociale et politique pour apporter une réflexion sur ces sujets-là. Donc je vous propose de commencer. On va partir un petit peu du côté de l'Arctique. Alors, quand on grandit sur un territoire autonome, hein, comme c'est le cas actuellement au Groenland, la vie, la condition existentielle, en fait, hein, elle est marquée par l'histoire coloniale. En fait, hein. On retrouve ces configurations dans l'outre-mer français, de manière générale, mais surtout, en fait, ce que j'aimerais vous montrer avec ce contexte, qui n'est pas justement qu'un contexte, c'est qu'en fait, vivre dans ces territoires-là conduit à occuper une position sociale spécifique. Et cette position, en fait, elle est constituée par différents processus d'altérisation et d'infériorisation des individus. Alors pour la pensée, moi je m'appuie beaucoup sur ce qu'on appelle les approches par la colonialité du pouvoir. Hein, donc c'est un terme qui est associé à la pensée décoloniale sud-américaine. Et qu'est-ce que c'est la colonialité du pouvoir? En fait, c'est une matrice de classement de la population mondiale qui est née à l'époque moderne et qui n'a pas pu être désactivée par les indépendances et les processus d'autonomisation politique. Alors qu'est-ce qu'elle va classer, cette matrice de la colonialité? Elle va classer les individus sur le plan de la race. Donc on l'utilise en sciences sociales comme un construit social. Donc cette idée qu'en fait les personnes occupent des positions différentes selon lesquelles qui vont les discriminer en fait, qui sont le résultat de discrimination raciste. Et donc cette matrice de la colonialité, elle va, pour produire l'infériorisation des personnes inuites en particulier et d'autres peuples autochtones, elle va reposer sur la question du travail et sur la question des savoirs. C'est-à-dire qu'en fait, on va inférioriser historiquement ces populations en dévalorisant leur savoir, en délégitimant leur savoir, mais aussi potentiellement en exploitant leur travail. C'est pour ça qu'on utilise aussi la pensée de la colonialité pour penser les effets en fait durables du legs colonial sur les pays des Suds. Alors, pour passer en fait de cette situation globale à mon cas particulier sur le Groenland, en fait, ce qui m'intéresse moi, c'est que cette matrice de la colonialité, bien sûr, elle va permettre de penser la hiérarchie entre groupes sociaux à l'échelle mondiale, mais bien sûr, elle s'inscrit dans des contextes particuliers, avec des histoires particulières. Et c'est très important quand on étudie comment le legs colonial va influencer les sociétés contemporaines, de se poser toujours la question du contexte, parce que les projets coloniaux ne sont jamais les mêmes en fait, d'un contexte à l'autre. Et puis ces questions de la colonialisation, même si elle les dépasse, la colonisation est plus ou moins arrêtée selon les contextes, elle ne va pas du tout se recomposer de la même façon selon les territoires. Alors, cette condition groenlandaise dans la colonialité, comment elle se fait? Elle se fait en fait par une construction historique de la périphéricité du Groenland. C'est-à-dire que le Groenland, on a tendance à penser que c'est loin depuis notre point de vue, mais en fait, cet éloignement, c'est aussi une construction politique.
Parce que quand on grandit au Groenland, on va être en fait toujours pensé dans notre statut politique, dans notre position sociale par rapport au Danemark. Donc le Danemark, c'est l'ancienne puissance coloniale. Alors en particulier, donc quand on étudie les pratiques scolaires, hein, les pratiques migratoires, on va pouvoir comprendre cette position périphérique particulière parce que les pratiques scolaires, les pratiques migratoires, elles vont confronter à une culture légitime hein, qui a été imposée par l'histoire coloniale, hein, par le système scolaire, et puis qui va se rejouer aujourd'hui dans la géographie du système éducatif dano-groenlandais qui est très polarisé par le Danemark encore aujourd'hui. Alors, le Groenland, pour avoir un petit élément de contexte, c'est un espace qui a été colonisé au XVIIIe siècle et qui devient formellement intégré au Danemark dans les années 50, en 1953, par un processus qui est plus ou moins équivalent à la départementalisation que les Outre-mer français ont pu connaître, que certains Outre-mer français ont pu connaître. Aujourd'hui, le statut administratif du Groenland, il est assez difficile à définir. Il y a peu de situations semblables dans le monde parce qu'il est aujourd'hui sous un statut d'autonomie très large, c'est-à-dire que seule la monnaie, la politique sécuritaire, la défense, une partie des affaires étrangères et de la justice restent entre les mains du Danemark. Toutes les autres compétences, y compris le système éducatif, est piloté depuis Nuuk, donc la capitale du Groenland. Et vous avez aujourd'hui un processus, un programme institutionnel de construction d'un État. Donc on en a beaucoup entendu parler avec les velléités de Trump à l'heure actuelle, mais vous avez donc un gouvernement, je vous ai mis la photo du bâtiment du gouvernement qui s'appelle Nalagarsuisud, et vous avez aussi un parlement, Enalstarsud, qui est chargé de l'appareil législatif. Mais en fait, en dépit de cette autonomisation, autonomie élargie depuis 2009, on a une altérité de statut qui reste très importante par rapport à l'ancienne métropole, parce que la tutelle exogène est toujours présente. Et surtout, elle est définie de manière eurocentrée. Même dans le nom même de Groenland. Le nom de Groenland, en fait, c'est le nom colonial qui a été imposé par la colonisation danoise. On utilise plutôt Inuit Nonat, ou on utilise aussi Kalaallit Nonat, donc dans la langue, le Kalaallisut, la langue majoritaire au Groenland. Autre élément, on continue à avoir une dépendance notable du territoire vis-à-vis de l'ancienne métropole dans sa gouvernance, puisque une grande partie des revenus du gouvernement groenlandais viennent du Danemark à l'heure actuelle. Et puis surtout, enfin, dernier élément, on a des disparitions de conditions de vie à nationalité identique qui sont très importantes. L'ensemble de la population, 95% de la population du Groenland est de nationalité danoise, mais donc à nationalité égale, on a quasiment 10 ans, par exemple, d'espérance de vie différente entre le Groenland et le Danemark. Et cette situation, en fait, elle est produite par l'histoire coloniale qui va cadrer complètement le gouvernement de ce territoire. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'éducation ? Donc l'éducation, c'est une compétence qui fait partie du gouvernement autonome groenlandais à l'heure actuelle. Et depuis l'autonomisation des années, donc les premières phases dans les années 70, on a eu des tentatives très importantes pour essayer de groenlandiser l'école, c'est-à-dire de la rendre plus adaptée culturellement aux populations locales. Un exemple concret, les personnes qui ont grandi, qui sont nées dans les années 50 ou 60, ont appris à compter avec des manuels scolaires, avec des arbres. Mais au Groenland, on n'a pas d'arbres, ça pousse pas en fait. Donc du coup, il y avait un problème de représentation de son propre monde, et puis aussi de comment est-ce qu'on apprend à évoluer dans un monde où on n'a pas les cadres qui correspondent, les programmes scolaires et les modes d'apprentissage qui correspondent à notre culture. Et en fait, ce qui moi m'a intéressé dans ma thèse, c'est que malgré ce processus, si vous voulez, d'autonomisation et donc de reprise en main, on pourrait dire, des compétences de développement par l'école sur ce territoire, en fait, le système scolaire aujourd'hui continue à valoriser la culture danoise et continue en fait à la placer sur une sorte de piédestal et à la rendre plus légitime. Et ça va rejouer énormément, bien sûr, dans les inégalités les inégalités sociales de manière générale au Groenland. C'est très visible dans la question des langues, en fait, parce que donc quand vous suivez des écoles, des études, au Groenland, donc vous avez 10 ans de scolarité obligatoire. Je vous ai mis le tableau derrière pour récapituler. Donc, on commence l'école environ aux alentours de 6 ans. Ensuite, on a 10 ans de scolarité obligatoire. On peut faire une année facultative de mise à niveau. Et ensuite, on passe donc, au lycée et aux écoles professionnelles. C'est un système qui ressemble un petit peu au modèle allemand pour celles et ceux qui connaissent.
Dans cette situation-là, en fait, toute la hiérarchie des langues va évoluer avec la progression dans le système scolaire. C'est-à-dire que pour les petites classes, pour l'école obligatoire, la première langue, la langue de l'enseignement, c'est le kalaallisut. Le kalaallisut, c'est la langue la plus parlée au Groenland, et c'est une langue inuit. Et ensuite, quand on passe au gymnasium, toute la hiérarchie des langues va s'inverser et le danois va devenir la langue première. Et donc ça va faire, évidemment, enfin vous pouvez vous en douter, un effet de filtre social particulièrement important qui va ériger la langue du danois en langue de l'élite. La deuxième chose, c'est que la géographie du système scolaire elle-même va reproduire cette polarisation. C'est-à-dire qu'en fait, les formations les plus sélectives, notamment dans le supérieur, se trouvent toutes au Danemark. Donc si vous voulez faire des études, par exemple, de médecine ou des études de physique ou des études qui vont vous apporter, on va dire, un certain capital économique, vous devez partir au Danemark. Il y a des formations au Groenland qui restent, mais c'est plutôt des formations en sciences sociales. Donc vous avez une hiérarchie des disciplines en fait, qui s'inscrit dans l'espace. Les causes de ça, en fait, c'est bien sûr la dispersion géographique de la population. On a des contraintes démographiques qui sont importantes, mais surtout, on a aussi un effet de plafond de verre. Je pense notamment à la question des langues. C'est très compliqué, en fait. On a des grosses contraintes qui pèsent sur les personnes dont le danois n'est pas la langue maternelle, en fait. Et ça va se retrouver sur toute la progression scolaire, puisque, par exemple, au lycée, vous avez très peu d'enseignants qui parlent le kalaallisut, en fait. Donc ce sont beaucoup des enseignants danois. Et vous avez une division raciale en fait, du travail éducatif qui se crée, puisque les petites classes sont plutôt assurées par des enseignants groenlandais, et plus on monte dans la hiérarchie, et plus c'est des enseignants qui sont danois. Alors, qu'est-ce que ça va être les conséquences de ça ? En fait, la première conséquence, c'est que les politiques éducatives au Groenland, elles vont produire une tension entre une forme de minorisation raciale par l'école et en même temps l'intégration des parcours scolaires dans un projet politique, le projet de l'indépendance. Alors ça me permet de tracer les premiers contours de cette condition d'étudiant groenlandais dans la colonialité. Donc qu'est-ce que c'est cette condition d'étudiant groenlandais ? C'est le résultat de l'ensemble de ces politiques éducatives groenlandaises qui vont prolonger les logiques de la domination coloniale et qui vont façonner l'expérience des personnes qui passent par ce système scolaire-là, tout en prétendant en fait à la réappropriation territoriale et à la construction d'un Groenland indépendant. Alors cette condition d'étudiant groenlandais, elle se décline dans différentes dimensions. La première, c'est la dimension matérielle, c'est-à-dire qu'on va avoir de très importantes inégalités socio-scolaires au Groenland. La composition du marché de l'emploi est particulièrement stratifiée et on a des hiérarchies très fortes qui persistent entre les personnes d'ascendance danoise et les personnes d'ascendance groenlandaise. Pour vous donner une petite idée en termes de chiffres, il y a plus de 60% de la population groenlandaise qui n'a pas dépassé l'enseignement scolaire obligatoire. Donc en France, on n'est pas du tout sur ces chiffres, on est plutôt autour de 25-30%. Et au Danemark, c'est plutôt 25%. Ensuite, en ce qui concerne une dimension plutôt subjective de cette condition d'étudiant groenlandais, en fait, le fait d'être groenlandais est constitué socialement comme incompatible avec la poursuite d'études. Donc les personnes vont beaucoup intérioriser qu'elles ne sont pas faites pour les études, ou que les personnes groenlandaises vont avoir plutôt des savoirs pratiques, des savoirs, ça va être de bons techniciens ou de bons connaisseurs de la pêche, de la nature, mais pas forcément des personnes qui sont aptes à poursuivre des études. Donc on a tout un processus en fait de naturalisation des compétences par ce système scolaire qui produit en fait du tri social. Et enfin, la dernière dimension de cette condition d'étudiant groenlandaise, elle est en totale contradiction en fait, avec cette dimension matérielle et subjective que j'ai évoquée, c'est une dimension politique. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement groenlandais constate bien sûr ces inégalités sociales et ces conditions difficiles d'accès au marché du travail, et vont percevoir dans l'école en fait un ressort de la réappropriation territoriale. En constatant qu'en fait, les professions d'encadrement sont quasi systématiquement assurées par des personnes d'ascendance danoise, le message du gouvernement du Groenland, c'est de dire, en fait, pour devenir indépendant, on a besoin de ne plus être dépendant des compétences du Danemark. Donc on a besoin de former nous-mêmes nos propres personnes. Le problème, c'est qu'avec un tel système scolaire, c'est très compliqué d'atteindre cet objectif. Donc les étudiants et les jeunes groenlandais, de manière générale, vont être en permanence mis dans cette tension entre avoir une injonction à participer à construire le Groenland indépendant et en même temps être minorisés par le système scolaire qui est censé produire leur émancipation.
Alors cette chose-là, cette situation, elle va beaucoup se recomposer en fait avec la migration étudiante vers le Danemark. En fait, donc comme je vous l'ai dit, une grande partie si on veut poursuivre en fait des études au Groenland, on est quasi obligé d'envisager une migration. Parce qu'on a évidemment une offre scolaire, une offre universitaire qui est assez limitée sur l'île. Donc ça fait qu'il y a environ 400 étudiants groenlandais et groenlandaises qui sont présents en ce moment au Danemark. Pour vous donner un peu un ordre d'idée en termes de chiffres, la population du Groenland, c'est 55 000 personnes. Donc 400 étudiants, en fait, c'est quand même un nombre qui est relativement important. Alors, il faut savoir qu'on est dans une trajectoire démographique où on va plutôt avoir une augmentation de ces effectifs de personnes qui poursuivent des études. Donc, en fait, en dépit de ces contraintes, de ces minorisations, de ces formes de sortie forcée du système scolaire, on a quand même une augmentation de ces engagements scolaires. Ces engagements, ils sont aussi, bien sûr, motivés par l'encadrement politique des trajectoires. Les jeunes groenlandais sont beaucoup perçus comme l'avenir du pays et donc vont aussi intérioriser cette idée que même s'ils sont a priori pas faits pour les études, ils ont une mission en fait à accomplir pour préserver l'avenir du pays. Donc ces étudiants, qu'est-ce qui va leur arriver? Ces 400 étudiants, c'est un public très hétérogène. Socialement, on a à la fois des personnes qui sont issues des élites groenlandaises, on a des personnes qui sont plutôt des transclasses, des fils de pêcheurs par exemple, ou de chasseurs. On a aussi des personnes qui vont venir plutôt de la population mixte, donc des personnes qui ont un parent danois et un parent groenlandais. Donc c'est plutôt une élite culturelle qui va composer ce groupe-là spécifiquement. Et ils vont se ventiler dans l'ensemble des formations qui sont présentes au Danemark, donc aussi bien en sciences sociales qu'en sciences expérimentales, pour le dire un petit peu vite. Et surtout, on va constater dans les destinations des étudiants, c'est la continuité de ce que j'expliquais avant, que en fait, les formations en sciences sociales, elles vont plutôt être ciblées par justement ces élites, parce qu'on a besoin d'un capital culturel plus important pour y rentrer. Alors que les formations en sciences dures, elles vont plutôt être privilégiées par les étudiants transclasses et des étudiants qui n'ont pas de mixité, qui n'ont pas d'ascendance danoise en fait. Alors, ce qui me semble intéressant dans ces expériences, c'est qu'elles vont transformer l'expérience migratoire, le rapport à la condition coloniale. Parce que la migration étudiante, elle va surtout mettre en jeu deux choses. La première, c'est que c'est une expérience qui va confronter à un contexte où les étudiants vont faire l'expérience assez quotidienne de discrimination raciste, mais vont aussi commencer à comprendre les similitudes qui existent entre leur pays et le Danemark, l'ancienne puissance coloniale. Et autre chose, ça c'est spécifique à la migration étudiante, c'est que dans la migration étudiante, on a une centralité de l'acquisition du capital culturel. On fait des études, on fait une migration pour acquérir du capital culturel. Et ça va donner des ressources en fait, qui vont nourrir une réflexivité particulière sur la condition coloniale. Donc dans ma thèse, j'ai montré qu'en fait cette expérience de la migration étudiante, elle conduisait à deux chemins, on va dire, deux idéotypes si vous voulez, de reconfiguration du rapport à la condition coloniale. Il faut plutôt les voir comme c'est plutôt des tendances que des chemins explicitement définis. Et en fait, c'est deux façons particulières de s'arranger avec déjà d'une part l'injonction au retour et au fait de rentrer dans un projet nationaliste et indépendantiste. C'est une façon aussi de se repositionner par rapport au poids de la culture danoise, par rapport à sa culture inuite. Et puis c'est aussi une façon de se positionner par rapport à une façon spécifique de voir la décolonisation qui au Groenland passe non pas par la revendication, non pas seulement par la revendication de mouvements autochtones, mais par la revendication d'une décolonisation par l'État en fait, et par la construction d'un État-nation, et donc par la construction de l'adhésion à une forme d'un modèle de gouvernance qui pourrait être considéré comme lui-même importé par la colonisation. Donc c'est deux chemins que j'ai identifiés. Le premier, c'est le chemin que j'ai appelé de la contrebande. Donc c'est un chemin qui est plutôt emprunté par des individus qui vont accorder une importance particulière à comprendre les mécanismes de la domination coloniale, de la condition minoritaire. Et donc, pour ce faire, eux, ils vont mettre leur capital culturel au service du groupe minoritaire. Ils vont beaucoup investir, ils vont s'approprier les ressources académiques pour faire des campagnes d'information sur les réseaux sociaux, sur le poids du danois, sur la valeur coloniale du danois, sur aussi, ça peut être, pour reprendre un exemple, documenter aussi les structures alimentaires. Voilà, au Groenland, on mange énormément, on mange occidental, pour le dire un peu vite, et il y a des cultures alimentaires locales.
Donc il va y avoir en fait tout un travail de mise à disposition des ressources universitaires pour venir éveiller en fait d'autres personnes du groupe minoritaire. Ce chemin, souvent, il va beaucoup se doubler d'une critique de ce fameux schéma westphalien de concrétisation de la libération groenlandaise. Et donc, dans ce groupe-là, on va avoir des personnes qui ne sont pas du tout indépendantistes. Donc, ça peut paraître un petit peu antithétique avec ce que je disais, mais en fait, pour eux, l'indépendance, c'est la validation d'une certaine façon assez coloniale de penser l'émancipation politique. Ces personnes qui vont emprunter cette route, pour les caractériser rapidement, c'est plutôt des personnes issues de sciences sociales et plutôt des personnes qui vont être des élites culturelles groenlandaises. Donc avec des familles originaires de familles plutôt bien dotées, ce sont aussi plutôt des femmes. Et par la façon dont elles vont se positionner par rapport à la condition groenlandaise, c'est aussi des personnes qui ne vont pas forcément rentrer au Groenland parce qu'elles n'ont pas besoin de rentrer pour justement refaire travailler, remettre en jeu cette condition minoritaire. L'autre chemin que j'ai identifié, je l'ai appelé le chemin de la technique. Les personnes qui vont suivre ce chemin, en fait, elles vont penser une application directe de leur capital culturel comme étant un moyen de venir influencer les conditions matérielles, les conditions politiques de la minorisation au Groenland. Donc en fait, c'est beaucoup des personnes qui vont me dire, dans la façon dont elles ont pensé leur cursus migratoire et leur cursus scolaire, qu'elles veulent venir réparer le Groenland, ou qu'elles veulent venir construire le Groenland de demain. D'où cette idée de technique qui est assez présente dans les significations associées à ces trajectoires-là. Et donc, dans ces trajectoires, on va avoir un tout autre rapport à ce fameux schéma westphalien et donc à l'indépendance plus généralement du Groenland. C'est des personnes qui portent le projet indépendantiste de manière très sérieuse et qui veulent vraiment venir contribuer à sa réalisation. Je vous donne un exemple sur ce chemin de la technique qui est tout à fait caractéristique. Quelqu'un qui fait des études d'ingénierie arctique et qui veut absolument venir travailler au département de la planification territoriale pour proposer notamment une nouvelle capitale, parce que la capitale a été imposée par les Danois et parce que les Danois ont pensé en fait toute la planification territoriale du Groenland. Donc il y a vraiment l'idée de un peu mettre les mains dans le cambouis, si vous voulez, pour venir transformer cette condition politique particulière de la groenlandicité. Ici, c'est plutôt des étudiants et étudiantes qui sont issus des sciences de la santé, des sciences de l'ingénierie, de certaines filières économiques appliquées. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes profils. Et c'est des personnes aussi qui n'ont pas le même capital culturel. Et aussi, du fait de la dimension appliquée, les personnes qui vont se positionner de cette façon-là par rapport à cette condition de la colonialité, en fait, vont plutôt avoir tendance à rentrer au Groenland. Parce que pour pouvoir justement transformer cette condition coloniale, il y a l'idée qu'il faut venir rentrer dans l'appareil d'État qui est en train de se mettre en place pour pouvoir contribuer aux nouveaux projets politiques. Donc l'idée, en fait, en présentant ces deux trajectoires, pour moi, c'était pas forcément de statuer ou de me positionner en disant, tiens, un tel parcours est plus ou moins libérateur par rapport à la condition coloniale qu'un autre. C'est pas du tout cette idée-là. L'idée, c'était plutôt de regarder quels étaient les effets socialement différenciés des politiques éducatives et puis de la migration elle-même, en fait, sur cette condition minoritaire et sur les individus. Et je vais laisser maintenant la parole à Florent qui va justement faire un parallèle avec une autre condition minoritaire construite par la migration. Et là, c'est bon. Merci Marine. Du coup, moi, je vais passer sur un autre sujet. On va changer de contexte. Donc, je vais revenir sur ma thèse. Et donc là, l'idée, comme je vous dis, c'est que j'ai travaillé sur la question des réfugiés LGBT+, en France, donc lesbiennes, gays, bi, trans, qui sont persécutés dans leur pays et qui du coup viennent en Europe et particulièrement en France pour demander l'asile sur ce motif particulier. Et là, l'enjeu, ça va être de voir à partir de ce groupe, en réalité, une double condition minoritaire, parce qu'il va falloir penser à la fois la condition minoritaire en tant que demandeur d'asile, qui découle des politiques migratoires françaises, et comment fonctionnent ces politiques migratoires, et qu'est-ce que ça fait aux personnes qui essaient de demander l'asile. Et la deuxième, c'est une condition minoritaire en tant que minorité sexuelle et minorité de genre, donc pour toutes les personnes qui dérogent à la norme hétérosexuelle ou à la norme cisgenre. Et donc l'idée, ça va être de voir qu'en analysant les trajectoires et les expériences de ces personnes-là en France, on va pouvoir montrer deux choses. La première chose, c'est montrer c'est quoi la condition minoritaire de demandeurs d'asile, comment elle découle des politiques migratoires en place et dans quelle mesure elle est éprouvée aussi dans l'espace au quotidien des personnes. Et la deuxième idée, ça va être de montrer, une fois qu'on a établi cette condition de demandeur d'asile, de s'interroger sur comment cette condition de demandeur d'asile, elle va avoir des répercussions sur l'expérience minoritaire sexuelle et de genre des personnes enquêtées. Et donc là, en fait, cette approche qu'on appelle intersectionnelle, c'est-à-dire comment
quand on est au croisement de plusieurs conditions minoritaires, qu'est-ce que ça produit sur l'expérience quotidienne, elle va permettre aussi de sortir d'un double point aveugle de cette population. C'est-à-dire que les personnes migrantes LGBT+, elles ont très peu été étudiées en sciences sociales pour deux raisons, parce qu'en fait, elles sont dans un double coin. D'un côté, les études migratoires, elles ont tendance à penser que toutes les personnes migrantes sont hétérosexuelles et cisgenres, et de l'autre, les études de genre ou les études LGBT+, ne pensent pas que parmi leur population, il y a aussi des personnes migrantes, parce qu'on va considérer de base, comme un a priori, que toutes les personnes LGBT+, sont citoyennes du pays dans lequel elles se trouvent. Or, ce n'est pas le cas. Et donc là, il va falloir voir comment, en croisant avec ce groupe, on sort d'un double point aveugle qui a été identifié dans les sciences sociales. Donc, je vais d'abord, dans un premier temps, revenir sur la condition de demandeur d'asile. Donc, pour faire un peu un cadrage, pour tout le monde soit au clair sur les terminologies et le contexte français. Donc, il y a deux termes qu'on entend souvent, qui sont en fait le résultat des catégories des politiques publiques. Le premier, c'est demandeur d'asile, et le deuxième, c'est réfugié. Et donc, c'est très important de distinguer les deux. Une personne qui est demandeuse d'asile, c'est une personne qui est en cours de procédure, qui est allé à la préfecture, qui a dit « je demande l'asile », et en fait, sa demande d'asile est examinée par les autorités compétentes en France, donc l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui doit statuer sur la demande. Donc elle examine sa demande et elle va dire « oui ou non, on vous donne le droit d'asile ». Et les personnes à qui le droit d'asile a été accordé sont des réfugiés au sens administratif, des réfugiés statutaires. Donc c'est bien important de distinguer les deux, parce que moi je vais travailler sur la condition de demandeur d'asile. Donc toute la phase avant, pas la phase une fois qu'on est réfugié. Or, pour réussir à obtenir l'asile dans ce contexte-là, en France, il faut savoir que c'est un très long processus. Il ne suffit pas de se présenter à la préfecture pour dire je suis persécuté, il faut me donner l'asile. Le process est très long et par ailleurs, il est très incertain parce qu'il n'est pas sûr d'aboutir. Donc aujourd'hui, les taux d'acceptation des demandes d'asile sur les 5 dernières années, ça oscille entre 40 et 50%. Donc en fait, une majorité des gens ne se verra pas accorder l'asile par l'institution qui va examiner son cas. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est de voir que être demandeur d'asile, en fait, ça ne s'arrête pas uniquement à ça. On n'est pas demandeur d'asile uniquement face à l'institution qui juge votre dossier. On est également demandeur d'asile au quotidien en France. Et donc c'est là que moi, je vais travailler les conditions de demandeur d'asile, c'est-à-dire que c'est le résultat contextuel de l'ensemble des politiques et des dispositifs qui accueillent ou traitent les demandeurs d'asile et voir comment ça va influencer leur quotidien en France. Et donc là, ce qui est très important, c'est que je n'appréhende pas la condition de demandeur d'asile dans une dimension identitaire, encore moins dans une dimension psychologique, c'est-à-dire une psychologie de l'exil, ce qui est un champ en soi. Mais moi, l'idée, c'est pas de faire ça, c'est de voir comment la condition de demandeur d'asile, elle est produite politiquement par les politiques migratoires qui vont conditionner leur mode de vie en France. Et donc, on va pouvoir décliner cette condition de demandeur d'asile qui va créer une nouvelle position sociale de fait dans 3 dimensions. Une dimension administrative, c'est-à-dire ici que c'est des existences qui sont marquées par une forte instabilité liée à leur statut, qui est en fait un statut provisoire en France, puisque pendant qu'on est demandeur d'asile, on est en situation régulière, mais si au bout de la procédure, l'institution refuse, là, vous rebasculez en situation régulière. Et ce qui serait très difficile à vivre pour les personnes, c'est que cette procédure, elle dure des mois, voire des années. Ce n'est pas une procédure qui est réglée en 3 semaines. Donc, en fait, pendant plusieurs mois, plusieurs années, les gens sont demandeurs d'asile. Et ça a un vrai poids, cette instabilité administrative, vous allez le voir, sur leur mode de vie, même sur des dimensions très subjectives. La deuxième dimension de cette condition, c'est une dimension matérielle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les politiques publiques, elles vont dessiner à quelles ressources matérielles vous pouvez avoir accès, mais surtout à quelles ressources matérielles vous n'avez pas accès en réalité. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en réalité, on a une très forte précarité matérielle des demandeurs d'asile. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue résidentiel, il y a un sous-calibrage des dispositifs d'accueil des demandeurs d'asile en France, ce qui fait qu'actuellement, c'est à peu près une personne sur 2 uniquement qui est logée dans un hébergement institutionnel, ce qui fait que l'autre moitié doit trouver elle-même des situations d'hébergement, alors même qu'un demandeur d'asile n'a pas le droit de travailler. Donc, il ne peut pas produire lui-même ses ressources et que l'aide, l'ADA, qui est l'allocation pour demandeurs d'asile, est très faible. C'est entre 6,80 € et 14 € par jour. Et cette aide n'est pas toujours accordée. En fait, il y a plein de règles, je ne vais pas décliner, d'exceptions qui font que dans tel cas, on ne vous donne pas l'allocation de demandeurs d'asile. Donc, en fait, c'est une création institutionnelle de la précarité, de la précarisation de ces personnes, puisqu'on leur donne très peu de ressources et en même temps, elles n'ont pas le droit de travailler. Troisième élément, c'est une dimension sociale. Et donc là, c'est de voir les processus d'altérisation. Qu'est-ce que ça fait de devoir évoluer avec l'étiquette demandeur d'asile ? Qu'est-ce que ça fait dans le rapport qu'on a avec les autres, qu'on soit identifié comme un demandeur d'asile, mais aussi qu'est-ce que ça fait pour soi-même de devoir
supporter cette étiquette dans le rapport à soi qu'on peut avoir. Et donc là, c'était une présentation un peu générale de la condition de demandeur d'asile. Et un des enjeux que je veux montrer, c'est que cette condition de demandeur d'asile, elle est aussi vécue spatialement, dans l'espace, mais dans des expériences très quotidiennes de qu'est-ce que c'est la vie de ces personnes-là. Et donc là, ici, je vais joindre deux approches des sciences sociales. Une première, c'est les approches critiques, les géographies critiques des migrations, qui ont montré que les processus de contrôle et de marginalisation des migrants sont spatialisés. Donc en fait, c'est une gestion spatiale de ces groupes-là. Et le deuxième apport théorique, c'est une approche d'une géographe féministe, donc qui s'appelle Jill Valentine, qui explique l'importance de l'espace dans les processus de formation des sujets. C'est-à-dire que votre propre identité et votre propre subjectivité, vous la construisez aussi au quotidien dans plein d'expériences spatiales qui vont vous emmener à vous positionner socialement. Et donc moi, l'idée, ça va être de montrer comment c'est aussi dans des expériences quotidiennes spatiales d'altérisation ou de précarisation que les personnes demandeuses d'asile vont éprouver une nouvelle position sociale, une nouvelle condition qui construit leur mode de vie en France, mais qui découle des politiques publiques en réalité, et qui est contextuelle. Et donc là, on peut avoir 4 grands exemples de comment des expériences spatiales produisent la condition minoritaire de demandeur d'asile. Donc la première, c'est ce qui peut paraître très anodin, mais en réalité c'est très structurant pour les personnes dans leur quotidien, c'est faire la queue. Donc en fait, au cours de la procédure, les personnes sont amenées à faire la queue très régulièrement pour aller à la préfecture, pour aller à l'association qui les aide, pour récupérer leur courrier. Ils sont constamment en train de faire la queue. Et en fait, ce qui est très important de voir, c'est comment cette expérience spatiale quotidienne qui peut paraître anodine est expérimentée comme un très fort déclassement social, parce qu'en fait, les gens perdent le contrôle de leur temps. C'est-à-dire qu'en fait, on les convoque à 8 heures et ils attendent pendant 4 heures dans la queue pour juste récupérer leur courrier ou pour faire une signature. Donc il y a une expérience ici temporelle, spatiale, enfin une expérience temporelle de cette micro-géographie au quotidien de faire la queue, qui est aussi une expérience spatiale, parce qu'en fait, du coup, ça crée des différenciations dans les préfectures sur quel endroit, dans quel fil on doit vous mettre, et comment on traite différemment, comment le guichet en fait, de la politique publique traite différemment les individus. Et ça, c'est aussi vécu dans des géographies très micro, en fait, qui sont autant de géographies à une échelle micro qui vont vous rappeler quelle est votre place ou votre non-place dans la société d'accueil. Le deuxième enjeu, c'est les mobilités entravées. Donc en réalité, la forte précarité matérielle que j'ai décrite auparavant, elle fait que les personnes ont un accès à la mobilité très difficile, puisque l'accès, donc c'est en région parisienne que j'ai fait mon terrain, l'accès au pass Navigo, par exemple, qui permet de prendre le métro, le bus, si vous n'avez pas assez de ressources, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et parfois, il y a un forfait solidarité, mais c'est la lourdeur administrative de la procédure fait que pendant longtemps, ça prend très longtemps à avoir ce statut de forfait solidarité. Et donc les personnes sont face à un dilemme, ou bien elles ont une mobilité très réduite, ce qui va affecter leur quotidien, ou bien elles sont contraintes de prendre les transports sans avoir de titre en règle, parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre le métro en fait. Et là, ça a des vrais dilemmes de est-ce que je prends le risque d'être arrêté par la police, ou est-ce que je m'immobilise? Et ça contraint des ressources sociales, administratives, etc. Troisième élément, c'est une très forte précarité résidentielle. Donc, comme je vous ai dit, un demandeur d'asile sur 2 ne se voit pas proposer de solution d'hébergement, ce qui fait que les personnes sont laissées dans une situation où c'est à elles-mêmes de trouver une solution. Donc, en fait, l'État, en étant sous-dimensionné dans son accueil, génère des situations très inégalitaires entre qui va réussir à se débrouiller pour avoir un logement et qui, en fait, va très concrètement dormir à la rue. Il y a beaucoup de phénomènes de sans-abrisme parmi les demandeurs d'asile, parce qu'en fait, ils ne trouvent pas de solution, ou alors des solutions informelles qui coûtent cher, ça crée des grosses situations d'exploitation potentielle des personnes, etc. Quatrième élément, c'est des localisations contraintes. Donc en fait, vous n'avez pas votre mot à dire sur le contrôle du temps, mais vous n'avez pas non plus votre mot à dire parfois sur où vous êtes localisé. Pourquoi? Parce que si vous voulez accéder à un hébergement proposé par l'institution, donc dans le cas de ce qu'on appelle le DNA, le dispositif national d'accueil, en fait, là aussi, vous êtes face à un dilemme, puisqu'il y a une volonté politique de plus en plus d'envoyer les demandeurs d'asile qui sont enregistrés en région parisienne ailleurs sur le territoire français. Donc, et ailleurs sur le territoire français, c'est dans des petites villes ou dans des espaces ruraux. L'idée étant, il faut répartir les demandeurs d'asile. Or, du coup, les personnes n'ont pas leur mot à dire sur où est-ce qu'elles sont envoyées. Et là, elles font face à un deuxième dilemme. Si vous refusez l'hébergement que l'institution vous propose, vous perdez le droit à l'allocation dont je vous ai parlé auparavant, financière. Donc là, ils choisissent où est-ce que j'ai un hébergement, mais qui fait un déracinement social, c'est-à-dire si vous êtes là depuis 4-5 mois, vous êtes accompagné par une association, ben vous perdez vos liens sociaux si vous allez là où on vous amène, ou est-ce que vous refusez l'hébergement, mais vous augmentez votre précarité matérielle.
Et donc c'est tous ces éléments qui vont créer comment en fait on a une dimension spatiale de la condition minoritaire qui est opprimée au quotidien. Et un autre élément qui n'est pas sur PowerPoint, mais pour lequel je vais revenir aussi dans la suite, c'est le rapport à l'espace public. Ce qui fait que dans les pratiques de l'espace public, les demandeurs d'asile peuvent avoir tendance à éviter certains espaces, notamment à éviter les contrôles avec la police, alors même qu'ils sont en situation régulière. Mais en fait, la pression est tellement forte qu'ils se sentent complètement illégitimes à être sur le territoire national, ce qui va avoir ces conséquences-là. Donc on voit ici comment on a une formation de la condition de demandeur d'asile qui se fait aussi dans l'espace, que l'État crée une condition de liminalité, c'est-à-dire qu'il met les personnes dans une situation où ils ne sont pas vraiment en dehors de l'espace national, puisqu'elles sont régulières, mais elles ne sont pas vraiment non plus encore intégrées, parce que si jamais leur demande d'asile est refusée, elles vont être envoyées. Et toutes ces expériences spatiales vont en fait faire que les gens vont éprouver un fort déclassement social. Donc dans le fait comment vous êtes traité dans la file d'attente, l'insalubrité des logements, tout ça les renvoie à une image en fait très négative d'eux-mêmes dans cette expérience quotidienne. Donc ça c'est le premier point. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse également, c'est de voir, une fois qu'on a vu tout ça, cette condition de demandeur d'asile, ça va être d'interroger qu'est-ce que ça produit sur comment les personnes LGBT+, vivent leur situation minoritaire sexuelle ou de genre en France. Donc d'où l'importance d'avoir une approche intersectionnelle. Et ce qui va aussi montrer qu'il faut se départir des approches qu'on peut avoir souvent, de l'idée que en fait, la migration des pays des Sud vers les pays des Nord, pour les personnes LGBT+, ce serait juste une simple libération. En gros, on arrive ici et maintenant, on n'a plus aucun problème, on peut vivre comme on veut, c'est super. Et bon, en fait, c'est pas du tout comme ça se passe, notamment parce que cette condition de demandeur d'asile qui découle des politiques migratoires restrictives, elle va affecter comment vous vivez aussi en tant que minorité sexuelle ou de genre en France, donc selon plusieurs configurations. Donc là, j'en ai mis 3, mais il peut en exister d'autres. La première, c'est donc qu'est-ce que va créer le gouvernement par l'instabilisation. Comme ce que je vous ai dit, la situation de précarité administrative fait que les personnes, par exemple, ont peur des autorités ou sont dans une situation où leur précarité administrative, c'est tellement un poids psychologique que c'est un horizon indépassable. En fait, tant qu'on n'a pas eu ça réglé, les gens ne commencent pas vraiment à vivre leur vie, entre guillemets. Donc ça va avoir plusieurs conséquences sur comment on vit en tant que minorité sexuelle ou de genre en France. Le premier, c'est que ça amène des comportements d'autocensure. Donc les personnes me disent, par exemple, je leur dis, est-ce que tu vas dans des lieux de sociabilité LGBT+, en région parisienne, il y en a beaucoup. En fait, les personnes me disent, bah non, j'y vais pas, parce que tant que ma situation administrative n'est pas réglée, je veux pas aller là-bas. Autre raison, si je vais là-bas, j'ai peur si la police vient pour X ou Y raison, s'il y a un vol, une agression, je ne sais quoi, qui ne dépend pas de eux, que moi on va m'arrêter, on va penser que comme je suis demandeur d'asile, il y a un truc qui cloche avec moi, peut-être que je suis responsable, ce qui va jouer aussi beaucoup sur un gros lien avec le racisme, et ça c'est surtout des personnes noires qui m'ont dit ça, ils me disaient qu'en tant que personne africaine, moi je me sens pas légitime, si la police arrive, c'est moi qu'on va arrêter, on va pas me croire, en plus parce que je suis demandeur d'asile, donc l'instabilité administrative, elle rejoue l'illégitimité à être protégé en France. Autre conséquence, ça fait que les gens qui subissent des agressions LGBT-phobes en France ne veulent pas les porter plainte à la police parce qu'ils vont avoir peur que ça va impacter leur procédure administrative de demande d'asile, alors qu'en fait, dans les faits, les deux ne sont pas liés, mais c'est ça que les personnes vivent dans leur quotidien. Et donc on voit ici que ce qui est intéressant, c'est que les statuts migratoires, ils vont en fait conduire à une limitation des pratiques de sociabilité, ce qu'on pourrait attendre en arrivant en France. En fait, du coup, il y a un peu une désillusion par rapport à la réalité pour les personnes. Et deuxièmement, parce qu'en fait, ça conduit à accroître le sentiment d'exposition aussi en tant que personne LGBT+, parce qu'on ne se sent pas légitime à être protégé par les autorités, que ce soit la police ou l'administration. Deuxième enjeu, c'est que la forte précarité résidentielle et la précarité matérielle dont je vous ai parlé auparavant, ça va aussi avoir des conséquences sur comment vous pouvez vivre en tant que minorité sexuelle ou de genre en France. Le premier, c'est que ça vous empêche d'avoir accès à un espace de repli. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de logement stable, vous n'avez pas... Parce qu'en fait, les personnes peuvent vivre ou dans des logements collectifs, dans des institutions, donc vous partagez votre chambre avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas, et surtout, dans la très grande majorité des cas, qui sont hétérosexuels ou cisgenres. Et vous ne savez pas comment elles vont réagir si elles apprennent que vous êtes gay ou lesbienne ou trans. Ou vous vivez à la rue, donc là c'est encore une situation matérielle encore plus compliquée, ou vous êtes hébergé par des compatriotes qui peuvent vous aider, mais ils ne savent pas pourquoi vous êtes là, et vous avez peur que s'ils apprennent pourquoi vous êtes là, ils vont réagir et ils peuvent vous mettre dehors quand ils vont connaître la réalité. Et donc en fait, ça fait que l'espace du logement n'est pas du tout un espace du relâchement.
et du relâchement du contrôle qu'on doit avoir sur soi en permanence. Et le fait d'être en contrôle sur soi en permanence, ça a aussi de forts impacts psychologiques, parce que vous n'avez aucun moment de répit. Et donc il y a beaucoup de géographes féministes qui ont travaillé là-dessus, sur comment l'espace domestique, ça peut être aussi parfois un moment où on se soustrait à la norme qui existe dans l'espace public et dans l'environnement, et là c'est un peu un espace de repos, quoi, par rapport à ça. Et là, en fait, là, vous n'avez pas ça. Le deuxième élément, c'est que ça freine la sociabilité. Très concrètement, si vous voulez avoir des pratiques amicales, des pratiques amoureuses, des pratiques sexuelles, vous n'avez pas de lieu où vous pouvez avoir ces vies-là, enfin ces pratiques-là, ce qui considère complètement à remettre en question l'idée que l'arrivée en France, ce serait une nouvelle sociabilité, plein de possibilités de vie, etc. Et le troisième, c'est que ça va accroître les situations de dépendance matérielle auprès de personnes qui sont craintes. Donc là, c'est la situation que je vous ai dit. Vous devenez dépendant de personnes qui vous aident dans un contexte où l'État ne donne aucune aide, donc des compatriotes. Or, en même temps, des compatriotes, les personnes ont souvent peur de leurs compatriotes en raison des expériences de persécution dans le pays d'origine, parce qu'elles ont peur que potentiellement il va y avoir une nouvelle forme d'homophobie si elles découvrent ce qui se passe. Et donc la précarité vous met dans une situation de dépendance d'autres personnes. Et en fait, ça affaiblit votre agentivité. Si vous n'avez pas d'autonomie matérielle, vous avez une moins grande agentivité pour faire face à la norme hétérosexuelle ou à la norme cisgenre. Et ça, c'est très important à mettre en place, cette perception matérielle, parce qu'en fait, elle permet d'aller plus loin qu'une lecture en termes simplistes qui dirait l'homophobie, c'est les étrangers en France. En fait, là, ce qui est intéressant de voir, c'est les gens sont exposés à l'homophobie parce qu'on leur empêche d'avoir une autonomie matérielle propre pour pouvoir gérer eux-mêmes leur vie comme ils voudraient. Et le troisième point, mais que je vais devoir passer très très vite, c'est qu'est-ce que le fait d'être demandeur d'asile, cette catégorie, ça va faire au quotidien sur l'expérience minoritaire sexuelle et de genre. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes identifié comme un demandeur d'asile dans les relations sociales quotidiennes, les personnes peuvent vous demander pourquoi tu demandes l'asile ? Or, répondre à cette question pour eux, ça voudrait dire expliquer, en fait, ça veut dire sauter, ça veut dire se présenter comme je suis gay, lesbienne, trans, etc. Ce qu'ils n'ont pas forcément envie de faire avec tout le monde. Ce qui fait qu'en fait, le fait d'être engagé dans une demande d'asile, paradoxalement, ça vous met en visibilité encore plus. Parce qu'en fait, comme vous êtes vous êtes intégré à une case, une catégorie politique particulière, les demandeurs d'asile LGBT+, ça visibilise le fait que vous l'êtes. Et donc c'est très concret, très difficile à gérer au quotidien, parce que même dans les groupes de compatriotes où les gens peuvent s'échanger des ressources et se dire, là par exemple, pour ta procédure administrative, je peux t'aider, les personnes ne voudront surtout pas qu'on les aide, parce que potentiellement ça va visibiliser qu'ils sont en procédure d'asile pour cette raison. Ce qui fait que les personnes vont non seulement cacher qu'ils sont LGBT+, mais aussi cacher qu'ils sont en demande d'asile. C'est-à-dire dire, moi je suis demandeur d'asile pour un autre motif, ou je suis étudiant à l'étranger, ou je suis venu j'ai un travail qui m'a régularisé et tout, et vont cacher qu'ils sont en demande d'asile. Et donc en fait, ça a beaucoup de répercussions sur comment au quotidien même vous gérez, par exemple, le fait de devoir recevoir du courrier d'une administration de l'asile quand vous êtes hébergé chez une personne qui ne sait pas que vous êtes en demande d'asile. Et donc là, on voit tout le paradoxe de comment en fait la taxe une nouvelle catégorie, parce qu'en fait la catégorie de réfugiés LGBT+, elle a à peine 20 ans dans les catégories de l'histoire institutionnelle de l'asile, mais en fait une nouvelle catégorie qui ajoute une nouvelle case de protection, entre guillemets, en fait, paradoxalement, va rendre encore plus difficile la façon de gérer la position minoritaire en France, puisqu'elle ajoute une couche d'information sur soi qu'il faut autant gérer que l'information même d'être gay, lesbienne, trans. Et on voit ici tout le paradoxe, en fait, comment dans un contexte de politique migratoire restrictive, le fait de toujours ajouter des nouvelles catégories, en fait, c'est pas forcément toujours aidant pour les personnes concernées, puisqu'en fait, vous devez naviguer au quotidien dans ces cases qu'on vous impose pour espérer être régularisé en France. Je vais finir là-dessus parce qu'on veut un peu faire de la montée en généralité sur, à partir de ces deux exemples, qu'est-ce qu'on peut retenir comme un peu information large sur le lien entre espace, pouvoir, géographie sociale, géographie politique. Ouais, on va juste faire un petit point de conclusion sur ça. En fait, tu peux passer la petite... ça. Merci. En fait, on a identifié 4 grands enseignements transversaux en fait, du croisement de ces deux cas qui permettent de penser le lien entre des expériences individuelles et le pouvoir des formes d'autorité politique. La première, c'est qu'en fait, on a un façonnement spatial des existences par l'État et par, on va dire, cette déclinaison, dans le cas du gouvernement autonome groenlandais, parce que les individus vont faire l'expérience de contraintes spatiales particulièrement marquées et qui sont imposées par l'État. Donc Florent l'a bien détaillé à l'échelle micro, à l'échelle du quotidien, à l'échelle de la ville, mais on le retrouve aussi à toute autre échelle, dans le cas des étudiants et étudiantes
étudiantes groenlandaises qui en fait sont en quelque sorte téléguidées vers des routes migratoires qui vont les exposer en fait au racisme, hein, puisque l'essentiel de ces étudiants se dirige vers le Danemark et pas vers d'autres aspects. Et l'autre dimension de ce façonnement spatial des existences, c'est plutôt sur un aspect subjectif, c'est-à-dire que comme pour les demandeurs d'asile vont avoir en fait une expérience de déclassement assez importante quand ils vont se positionner par rapport à cette catégorie de la demande d'asile, les étudiants et étudiantes groenlandaises, eux, ils vont intérioriser progressivement un certain modèle de libération qui est le modèle de la libération par l'indépendance, et donc un modèle qui est hérité de la colonisation lui-même, ce qui peut sembler un peu paradoxal. Et je vais laisser Florent passer aux autres enseignements. Donc le deuxième point qu'on voulait montrer avec vous ici, c'est que cette approche croisée géographie sociale, géographie politique, elle permet en fait de retranscrire les effets le but c'est de retranscrire les effets du pouvoir pour en montrer en fait l'étendue. Et donc en fait, on commence notre entrée par que fait l'État, mais on part par les gens qui subissent ce qui se passe par l'État. Et en fait, en ayant l'approche par l'expérience des personnes qui sont ciblées par les politiques publiques, on peut voir toute l'étendue des conséquences de ces politiques migratoires ou éducatives qu'a priori, on ne pourrait peut-être pas, auxquelles on ne pourrait pas forcément penser si on avait juste une approche en termes on analyse les politiques publiques telles qu'elles sont produites par l'État. Et donc là, on a bien vu avec nos exemples que en fait, ces politiques publiques, elles vont affecter toutes les dimensions de la vie des personnes, que ce soit leur position sociale, que ce soit sur le plan administratif, sur le plan matériel, mais aussi sur le plan social, c'est-à-dire ça a des conséquences sur le rapport que vous avez aux autres, mais sur le plan subjectif. Ça a un rapport sur comment vous vous percevez vous-même, comment votre identité elle est reconfigurée par ce que l'État impose. Et en fait, là, nous, on est persuadés qu'il faut cette approche des géographies sociales pour ça, parce qu'en fait, c'est en passant par l'expérience des gens qu'on comprend l'étendue de ce que produisent les politiques et l'autorité, et le pouvoir. Ça montre aussi donc la question des échelles de la condition minoritaire, donc du micro jusqu'au transnational. Et aussi, ça a créé dans nos deux cas de ce qu'on a appelé des conditions inquiètes, c'est-à-dire des personnes qui ne sont jamais en situation de sérénité complète, puisqu'ils sont ou pour les demandeurs d'asile, ni dedans ni dehors, parce qu'ils sont dans une sorte de liminalité d'un point de vue administratif, mais aussi pour les étudiants qui ne sont pas vraiment dedans, mais qui essaient. Donc il y a une injonction à le devenir pour le futur du territoire, etc. Autre point, ça interroge la question de l'intentionnalité. Donc c'est un peu lié à ce que j'ai présenté auparavant. Les approches de géographie politique, de géopolitique, pensent souvent les acteurs en termes d'intérêt. Pourquoi tel acteur agit dans tel intérêt et qu'est-ce qu'il veut produire, c'est quoi son objectif. Or, en fait, nous, ce qui nous semble important de montrer, c'est que en fait, parfois, l'intérêt, en fait, ce qui est intéressant de montrer, c'est qu'est-ce qui est produit par les politiques publiques au-delà des intentions des acteurs qui produisent les politiques publiques. Parce qu'en fait, ce qui est produit peut créer des choses qui sont peut-être pas forcément pensées, qui sont peut-être pas forcément intentionnelles, mais ça existe quand même. Et donc c'est très intéressant de le voir. Voir même parfois comment en fait l'intentionnalité permet de voir que ce qui est pensé comme, par exemple, une nouvelle catégorie pour les demandeurs d'asile, une nouvelle catégorie de réfugiés qui est là pour protéger des gens, ce qui, a priori, est tout à fait louable et nécessaire et important pour les personnes concernées. Mais en réalité, quand on va voir le vécu de cette catégorie par les personnes, on se rend compte que cette procédure de protection, elle produit aussi des nouveaux rapports de pouvoir, des nouvelles formes de violence, sous des formes particulières qu'il faut renseigner. Et je laisse Marine pour la dernière conclusion. Et le dernier élément qu'on voulait mettre en avant, c'est aussi qu'en passant par les pratiques, en fait, on peut étudier une autre dimension en fait, du pouvoir de l'État, qui est les catégories en fait, qui sont produites par les politiques publiques, elles circulent. Et en fait, les individus vont plus ou moins se les réapproprier et plus ou moins se positionner par rapport à elles. Donc c'est le cas de la catégorie de demandeurs d'asile qui va circuler à l'échelle transnationale et reconfigurer les identités gays, lesbiennes et trans et la façon de les expérimenter au quotidien. Mais c'est aussi le cas de la catégorie de la nation, ou en tout cas de la catégorie de la communauté politique, dans le cas des étudiants groenlandais, parce que en fait, l'enjeu en fait, c'est de savoir à quel point on adhère à cette catégorie pour penser la libération d'une situation coloniale. Et je vais m'arrêter là pour qu'on puisse avoir le temps d'échanger un petit peu. Merci. Désolé, comme on avait deux croisés, il fallait faire rentrer les deux, c'était un peu short. Merci beaucoup.
D'accord. Bon. Vous avez parlé du fait que donc les demandeurs d'asile LGBT+, c'était une catégorie nouvelle, une nouvelle catégorie depuis une vingtaine d'années, c'est ça. Et je me demandais s'il existait des aménagements, ou peut-être plus des projets d'aménagement, de structure, peut-être des lieux un peu de protection, des lieux sanctuaires, ou peut-être même juste des projets, qui seraient derrière des commandes plutôt venant du haut, enfin étatiques, mais en sachant qu'il y aurait peut-être un risque aussi de stigmatisation. Voilà. Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Peut-être qu'on prend plusieurs questions, et comme ça on répond dans la foule. Non, tout le monde a faim. Pour vous répondre très rapidement, donc en fait, il existe quelques dispositifs, mais c'est vraiment là aussi un enjeu qui est un peu intéressant là-dessus, notamment d'hébergement, donc en fait de places réservées à des demandeurs d'asile LGBT+, dans certains CADA, donc de centres d'accueil pour demandeurs d'asile, et aussi également des associations qui sont spécialisées dans l'hébergement. Donc ça existe, c'est peu, mais il y en a. Ça pose plusieurs questions. Il y a deux grands enjeux à mon avis. Le premier, c'est il y a effectivement, comme vous avez dit, un risque. Ça encore une nouvelle couche de mise en visibilité qui peut être difficile à gérer pour les personnes. Et par exemple, ça a été enquêté aussi sur, il y a eu ça pour des dispositifs de santé, notamment on voulait cibler et mettre des dispositifs de santé, dépistage, etc., prévention sur la santé sexuelle pour des demandeurs d'asile LGBT+. Et en fait, ce qui a été montré, c'est que ça aide certaines personnes qui peuvent s'en saisir, mais beaucoup en fait ne veulent pas aller dans des dispositifs santé, hébergement étiquetés LGBT parce qu'ils ont peur que ça les visibilise sur cette question-là. Et le deuxième enjeu, pour moi, qui est plus structurel, là, c'est que ça cache un peu cette difficulté. C'est en fait, dans les politiques de demande d'asile, en politique publique, on a beaucoup intégré depuis les dernières années la notion de vulnérabilité. Et c'est pas que dans la demande d'asile, d'ailleurs, c'est dans plein de politiques publiques sur plein de sujets. Et en fait, ce qui l'essence sociale montre, c'est que cette approche par la vulnérabilité des politiques publiques, elle a une approche de la vulnérabilité qui est très essentialisée. Donc, on cherche des groupes plus vulnérables, et donc les réfugiés LGBT+, sont considérés comme les plus vulnérables, parmi les plus vulnérables des demandeurs d'asile, mais en fait que la vulnérabilité, ça sert à distribuer la ressource dans un contexte très contraint. Donc en réalité, s'il y avait un hébergement pour tous les demandeurs d'asile à tout le monde, il n'y aurait pas besoin de se poser la question de il faut réserver dans les peu de places qu'il y a pour les LGBT parce qu'ils sont encore plus vulnérables que les autres. Et en fait, ce qui est difficile, c'est que parfois la vulnérabilité, ça empêche de réfléchir sur les conséquences structurelles du non-accueil ou de dispositifs qui sont sous-calibrés. Et donc, en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que le gouvernement peut dire on met en place la vulnérabilité, on prend en compte la vulnérabilité de LGBT+. En réalité, ces places spécialisées, il y en a 100, 200, je pense. Et en fait, à l'échelle de tout ce que représente ce groupe-là, c'est rien. Donc, il y a aussi un peu un enjeu de communication politique, quoi, qu'il faut déconstruire. J'ai juste une autre question par rapport au Groenland. Du coup, on est nombreux au FIG à être prof d'histoire géo dans le secondaire. En 6e, il y a un chapitre de géographie qui s'appelle « Habiter un espace à forte contrainte ». Et on fait très souvent une étude de cas sur habiter au Groenland. Est-ce que vous avez des idées de ressources pour des petits 6e qu'on pourrait, des photos, des reportages, des séries de photos, enfin je ne sais pas, qui permettraient peut-être d'expliquer ça en vulgarisant niveau 6e, parce que je suis sûre qu'ils pourraient comprendre certaines choses, mais alors on vulgarise, c'est notre travail, mais des ressources. Ouais, alors sur cette dimension spécifique de habiter le Groenland par rapport à, on va dire, une contrainte culturelle, pour schématiser assez rapidement, je pense des ressources en ligne, c'est assez difficile parce qu'on est très très peu en fait à travailler sur l'Arctique et en particulier sur le Groenland. Il y a quelques éléments qui sont intéressants, je pense, du côté de la musique. Notamment, il y a un rappeur qui s'appelle Yosef Tarak. Tarak, ça s'écrit T-A-2-R-A-K. Et Joseph, mais avec juste un F à la fin. Et donc lui, il a fait une chanson en particulier qui évoque cette dimension, cette discrimination systémique qui colore, qui marque l'expérience éducative. Et sinon, après d'autres choses, alors je suis désolée, c'est un peu autopub, mais on est tellement pas nombreux que voilà. Mais j'ai fait il y a quelques années maintenant un portfolio sur une revue en ligne qui s'appelle Urbanité et qui s'appelle Se loger et habiter à Nuuk, se loger et étudier à Nuuk.
Et en fait, l'idée, c'est de photographier en fait les différents endroits où habitent les étudiants pour questionner en fait la façon dont le logement vient jouer comme une contrainte dans la poursuite d'études dans un contexte où on a une pression démographique très forte à Nuuk, mais où le logement est aussi en fait utilisé comme une politique d'accès à l'éducation. Parce que c'est très cher de se loger au Groenland, et donc le gouvernement met en place des politiques pour accompagner et pour loger les personnes qui viennent des 4 coins du Groenland, en fait, puisqu'on peut migrer pour ses études au Groenland à partir du moment où on a 12 ans. Quoi. Voilà, donc il y a des photos de ça, ça peut vous aider. De rien. Oui. Merci beaucoup pour vos présentations. J'ai cru que j'avais pas de questions parce que vous m'avez coupé toutes les questions au fur et à mesure que vous faisiez vos présentations. C'est un peu un pas de côté, mais du coup c'est une réflexion qui m'est arrivée sur le Danemark. Est-ce que l'actualité les véhémences de Trump, enfin, dans quel sens ça agit sur les volontés d'indépendance et de construction d'un État-nation au Groenland? Voilà. Est-ce que ça renforce ou est-ce qu'au contraire ça donne envie à certains et certaines de rester proche d'un État européen? Ok, alors je vais répondre sur 2 points sur cet enjeu-là. Alors la première chose, c'est que je pense que ce positionnement de Trump, déjà, il a une histoire super ancienne. Il y a des velléités d'acheter le Groenland depuis l'achat de l'Alaska au 19e siècle. Donc ça s'inscrit dans une histoire assez longue de l'impérialisme américain. Et comment c'est reçu au Groenland, en fait, je pense qu'il faut aussi socialiser, re-sociologiser, on pourrait dire, cette réception, la réception de cette proposition, parce que en fait, le côté populiste en fait, des propositions de Trumpistes, elle a exactement la même. On retrouve cette structure-là au Groenland. Il y a certaines personnes qui adhèrent à cette proposition dans l'idée de devenir américain, et voilà. Mais c'est vraiment une toute petite minorité. Il y a eu des sondages qui ont été faits. C'est vraiment une partie infime de la population et qui adhèrent à un mouvement populiste. Mais par contre, l'autre élément, et là c'est mon deuxième élément de réponse pour vous, ce que ça a apporté, je pense que ça a visibilisé en fait d'autres dimensions de la colonialité en fait. Enfin, ça a mis en visibilité toutes les violences coloniales perpétuées encore actuellement par le gouvernement danois et par tout son appareil, notamment la question des violences faites par le placement forcé d'enfants. C'est des choses qui se font beaucoup parce que voilà, quand on est en situation sociale difficile, ce qui est le cas structurellement pour les Groenlandais au sein des personnes de nationalité danoise. Quand on devient parent et que voilà, il y a des doutes sur la capacité à exercer cette parentalité, on passe des tests. Et ces tests, en fait, sont culturellement inadaptés aux Inuits puisqu'ils sont déjà en langue danoise. Et en plus, il y a des façons de diffuser une certaine conception de la famille qui est antithétique avec la vision de la famille qu'on a en Arctique. Notamment autour de l'idée de la famille nucléaire. En Arctique, on voit la famille comme quelque chose de beaucoup plus large. Les enfants sont souvent élevés par les grands-parents, par exemple. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Donc du coup, les parents groenlandais ne passent pas du tout ces tests et se font, les enfants sont placés en fait de force. Donc il y a des grosses mobilisations là-dessus. Il y a d'autres choses, on peut y revenir après sur les stérilisations forcées, c'est beaucoup dans les médias en ce moment, sur les discriminations racistes, etc., etc. Et donc en fait, ce mouvement de Trump a mis la focale là-dessus et a changé un petit peu le rapport de pouvoir avec le Danemark. Le Danemark, en fait, a réagi de manière très virulente aux propositions de Trump, à la fois en disant d'un côté, oui, le Groenland est tout à fait indépendant, c'est à lui de décider et tout ça, bon, ce qui n'est pas complètement vrai, et de l'autre côté, en se positionnant de manière très forte sur des politiques antidiscriminatoires. Donc cette histoire des tests parentaux a été stoppée, en fait, quasiment en quelques mois après les déclarations de Trump. Et il y a aussi toute une politique de lutte contre la discrimination qui vise spécifiquement les Inuits qui ont été mis en place, 2 semaines après la déclaration de Trump. Donc la réaction, elle s'est faite aussi beaucoup à cet endroit-là. Voilà, je ne sais pas si je vous réponds.